Bonjour, bonjour, Sandra Marie Risco. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ah, puis moi donc. J'espère que tout va bien dans ton petit coin de pays. J'invite les gens, s'ils sont avec nous, de nous faire un petit coucou, nous dire s'ils nous entendent bien. Ça serait important de savoir si vous entendez autant Sandra Marie que moi. Donc, un petit coucou de votre part. En même temps, laisse-moi quelques secondes. Je vais vérifier. Oui, tout semble bien fonctionner. On est là en ligne. Hey, écoute, je sais que tu habitais à Gatineau avant, Sandra Marie, Ouais, mais tu es rendue où? je suis rendue à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. C'est un petit peu au nord de la ville de Québec, pas loin de la base militaire Valcartier. OK. Et puis, c'est ça. J'habite dans ce que j'appelle ma forêt enchantée, avec des lièvres, tout plein de faune, tout le tour. Alors, ouais, je suis choyée. Ah, ben tant mieux. Écoute, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses ensemble, puis je suis certaine que plusieurs personnes vont être vraiment intéressées. Mais on va commencer par parler, bien évidemment, de Solutions Canines SM, de tes services, parce que là, en ce moment, en période de confinement, il faut se réinventer. Explique un peu aux gens qu'est-ce que tu peux offrir en ce moment qui est adapté à la situation. Bien, Solutions Canine SM offre déjà depuis plus de 2 ans des consultations en ligne. Alors, pour Solutions Canine SM, en fait, bien qu'on ne peut plus donner de cours de groupe, ni de cours privés, on continue quand même à donner des cours privés via l'interface Zoom. Donc, OK. tout comme on faisait avec les consultations, maintenant, j'entre dans le salon des gens ou dans la cour des gens via Zoom. Et puis, est-ce que tu m'entends bien? Parce que moi, je m'entends dans ma... J'entends super bien. Moi, j'espère que le monde nous entend bien. Je vais vérifier parce qu'il n'y a personne qui nous fait de petits coucou. Tu me permets? Je vais vérifier. Oui, ça va bien. Je ne OK. m'inquiète pas. Je vais juste fermer ça. Bon, je vais prendre juste un écouteur parce que je te dirais bien franchement qu'avec les deux écouteurs, ça me résonne dans la tête, puis c'est pas agréable. Donc, Euh, donc là, en ce moment, oui, toi, tu étais déjà mais, quelqu'un qui ferait tes services en ligne. Bon, mais, on vous entend bien. On nous fait dire qu'on nous entend bien, fait que c'est parfait. C'est OK! Bon. euh, Alors, Alors oui, c'est ça. Donc, on donnait déjà des consultations via Zoom. Alors, ça continue, excuse l'expression anglaise, business as usual. C'est juste que je fais la plupart de toutes mes consultations maintenant en ligne, exception faite de quelques clients que je vais voir, mais avec un petit 6 pieds de distance. Et ce sont toujours des clients qui ont des chiens d'assistance puis ont besoin d'un petit quelque chose de plus rapidement. ben, Euh, parlons-en justement des chiens d'assistance parce que c'est un de tes services, mais c'est une de tes passions. Explique-nous comment tu es arrivé justement à développer cette belle expertise-là. C'est quoi le cheminement? Je vais essayer de faire une histoire courte. Euh, Mon conjoint est militaire, donc il a été déployé en Afghanistan 2 fois. Et puis, au fur et à mesure qu'il a fait ses déploiements, il est devenu malade, il est devenu blessé et il a été diagnostiqué avec le syndrome de stress post-traumatique. Euh, Parallèlement à ça, étant toujours dans le domaine des chiens, nous avions en famille d'accueil une petite chienne pitbull parce que nous sommes famille d'accueil pour un super organisme qui s'appelle Bullies in Need à Ottawa. Et puis, la petite créole était chez nous. Et il s'est passé quelque chose entre cette petite chienne-là qui avait été retrouvée sur le bord d'un conteneur à déchets à l'âge d'une semaine et mon conjoint malade. Et de sorte qu'au bout de 2 mois, c'était clair qu'elle ne repartait pas. Et de fil en aiguille, bon, le maternel, l'obéissance de base, il se passe de quoi? Et je commence à chercher euh, un, un organisme pour entraîner le chien d'assistance de mon conjoint. Et je ne trouve rien qui rencontre mes valeurs et mes critères au niveau de sans force, sans contrainte, etc. Je trouvais rien, je trouvais rien à Ottawa, je trouvais rien en Ontario.
qui rencontrait mes valeurs. Okay. Et puis, ma prof, où j'étais nouvellement diplômée en éducation canine, me dit « T'es éducateur canin, entraîne-le le chien de ton chum. » Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai rencontré des écoles en Nouvelle-Angleterre, j'ai communiqué avec des écoles en Colombie-Britannique et j'ai fait mon apprentissage de chien d'assistance sur le tas, si tu veux. Okay. Parce qu'il n'y en a pas de formation pour devenir éducateur canin spécialisé en chien d'assistance. Il faut sortir du Québec, veut pas. Ça n'existe pas. Il y a une formation, je crois que c'est au Kansas, Okay. mais on favorise l'utilisation de méthodes coercitives comme les colliers étrangleurs, les colliers électriques, etc. Moi, je ne suis pas là. Non, effectivement. Je ne suis pas là du tout, du tout, du tout. Donc, avec ces gens-là pour me soutenir, avec 2 superbes organismes qui s'appellent Pause for Thought en Nouvelle-Écosse et Wounded Warriors au Canada, j'ai continué, j'ai développé mon expertise, ils m'ont envoyé des clients et petit à petit, ça a pris de l'ampleur jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Solutions Canines SM entraîne des chiens d'assistance pour militaires et premiers répondants, mais également depuis peu de temps pour des civils aussi. Okay. À travers ça, j'ai fait une formation de premier répondant en santé mentale parce que oui, je comprends la problématique pour l'avoir vécu, mais parce que ça prend plus que ça aussi. Il faut comprendre c'est quoi les problèmes de santé mentale si on veut pouvoir encadrer l'équipe, parce que quand on entraîne un chien d'assistance, on entraîne une équipe. On n'entraîne pas une personne ou un chien, c'est une équipe. Cette équipe-là va devoir apprendre à travailler ensemble. Ensemble, à être soudés ensemble. Ouais. On a quelqu'un qui dit une pionnière dans le domaine au Québec. La meilleure! Ah, t'es la meilleure! Puis, hey, je suis chanceuse. Je vois le message passer, mais je ne sais pas c'est qui. Moi non plus, parce que je ne vois pas les noms, mais il faudrait que j'aille. Je me tourne le visage. Je vais aller voir, je vais aller voir. Mais moi, bon, j'aimerais ça que tu nous expliques parce que, bon, j'ai travaillé quand j'ai parti tout animal avec Mance Lamotte, qui est zoothérapeute. Peux-tu nous expliquer un petit peu, c'est quoi la différence? Bon, on parle de chien d'assistance, mais c'est quoi la différence entre chien d'assistance, chien de thérapie, il y a chien de zoothérapie, puis chien d'assistance. Voilà, soutien émotionnel. Peux-tu nous expliquer les différences? Parce que c'est un peu mêlant, moi, je trouve. Oui, bien sûr. C'est intéressant que tu poses la question. Je t'avais d'ailleurs envoyé un document à cet effet-là. J'ai fait partie du comité du Bureau de la standardisation du Canada qui ont voulu justement mettre en place une norme par rapport aux chiens d'assistance au Canada parce que ça n'existe pas. Malheureusement, les divergences d'opinion de certains groupes ont fait en sorte que, après le dépôt du rapport pour première lecture, on n'a pas pu avancer plus loin que ça parce qu'il y avait trop de dissidence entre les fournisseurs de services. Ce qui est ressorti, par contre, de cet exercice-là, c'est qu'au Canada, on retrouve 3 types de chiens d'assistance, si tu veux. Et là, je n'inclus pas là-dedans les chiens de travail, c'est-à-dire les chiens policiers, les chiens pisteurs, les chiens dans les aéroports, etc. Ça, c'est vraiment une catégorie à part. Lorsqu'on parle de chien d'assistance, on parle d'un chien qui va porter assistance à son humain. Okay. Est-ce que tu veux que je montre le sujet que tu m'as envoyé? OK, je vais vous montrer. Comme ça, tu vas pouvoir commenter. Est-ce que tu le vois bien? Oui, je le vois. Parfait. Alors, on va retrouver au Canada et au Québec 3 types de chiens. Le chien d'assistance, le chien de thérapie et le chien de zoothérapie. Et souvent, et j'en prends conscience parce que les gens s'adressent à moi aussi pour pouvoir faire entraîner leur chien, les gens confondent les 3. Alors ça, c'est un petit tableau récapitulatif que j'ai trouvé sur le web aujourd'hui. Et que j'ai traduit. Alors, le chien d'assistance, c'est un chien qui a été entraîné spécifiquement pour amoindrir les limitations psychologiques ou physiques de son manieur.
Donc, c'est ce qui le distingue des deux autres types de chiens, c'est son entraînement spécialisé, c'est un équipement médical. Le chien de zoothérapie va également avoir un entraînement spécialisé. Par contre, cet entraînement-là ne vise pas à aider le manieur, mais bien à participer à un programme thérapeutique pour quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un qui aura une mobilité réduite, on pourrait l'encourager à utiliser ses mains, la fine motricité, en brossant le chien. Donc le chien est entraîné pour pouvoir assister dans ce genre de travail-là. C'est la grosse différence. Le chien de thérapie, lui, peut recevoir une formation de base, ce qu'on appelle l'éducation de base. Il va devoir démontrer qu'il est bien en public, qu'il est calme, qu'il accepte de se faire caresser, etc. Mais il n'a pas reçu un entraînement spécialisé comme tel. C'est le chien qu'on va trouver dans les CHSLD, par exemple, pas présentement, on s'entend, l'aide à la lecture, des choses comme ça. Il y a l'Ambulance Saint-Jean ici au Québec qui ont un programme de chien de thérapie. À Ottawa, il y a Ottawa Therapy Dogs aussi qui font du chien de thérapie. Donc, et les manières, les propriétaires de ces chiens-là sont responsables d'amener leurs chiens dans des lieux prédéterminés. Ils ont le droit d'aller dans des endroits X, Y, Z avec leurs chiens. Donc, ça, c'est la grosse différence entre les trois. Ensuite de ça, lorsqu'on parle d'accès public, ben, il n'y a que le chien d'assistance certifié qui a accès public. Donc, dans les restaurants, les épiceries, les hôpitaux, je vais à l'hôpital, moi, avec ma chienne, a le droit aussi dans les résidences et dans les appartements, en dépit d'une politique animaux interdits. Ça, on doit ça à la cause de la Roseville. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une personne qui était malentendante, qui vivait en condo et la corporation de condo ne voulait pas lui donner accès, ne voulait pas donner accès à son chien et ils ont gagné. Okay. Donc, c'est ça. Le chien d'assistance appartient au manieur et travaille uniquement pour le manieur. Avec le manieur. On ne peut pas le déranger. Voilà. Okay. Vous avez remarqué dans la colonne qu'il n'y avait pas chien de soutien émotionnel? Oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que ça n'existe pas au Canada. Ah. On en entend parler maintenant parce qu'il y a des organismes comme la Sûreté du Québec, okay. Dans les palais de justice aussi, on va avoir ce genre de chien-là qui est là pour soutenir les victimes de violences, pour les aider dans leur témoignage ou autre. Mais ce sont des cas très, très, très spécifiques. Oui, effectivement, je me souviens, à un moment donné, on avait parlé de ça aux nouvelles où il y avait un bouvier bernois de mémoire qui avait été soutien émotionnel pour passer en cours. Oui. Donc, mais aux États-Unis, c'est reconnu. L'animal d'assistance est reconnu par l'American Disability Act. Quoique maintenant, on commence à resserrer un petit peu davantage aussi ce que ça veut dire un animal de soutien émotionnel. Mais au Canada, ça n'existe pas. OK. Il y en a qui essayent de faire croire que ça existe, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et toi, donc, si je comprends bien, dans ce que tu offres, c'est le propriétaire, l'humain en tant que tel, le propriétaire a déjà son chien, donc. Il a déjà fait une sélection, il a déjà son chien. Donc, à ce moment-là, toi, tu interviens? Oui, parfois. Parfois, il va s'adresser à moi parce qu'il est en processus pour obtenir un chien d'assistance. Il n'a pas encore fait son choix. À ce moment-là, je vais le diriger vers des éleveurs éthiques avec lesquels je fais affaire. Okay, donc, tu peux faire ce processus-là avec la personne de sélection. Oui, absolument. Selon la personne, les caractéristiques, tout ça, l'environnement où la personne vit, etc. Exactement. Mais sinon, quelqu'un qui a déjà son chien... Quelqu'un qui a déjà... Oui, il peut s'adresser à moi aussi avec certaines considérations. Dans un premier temps, il va falloir qu'on évalue le chien pour déterminer d'emblée si le chien a la personnalité requise pour être un chien d'assistance. On s'entend, la personnalité, ça ne s'entraîne pas, ça ne change pas.
Donc, si le chien présente des comportements qui sont impolis, par faute de meilleur terme, impolis, le chien saute, des choses comme ça s'entraîne, c'est pas un problème. Mais un chien qui serait anxieux, un chien qui serait réactif envers les autres chiens, un chien qui serait réactif envers les humains, ça, c'est sûr et certain que le chien va être déclassé. C'est pas des bons candidats en tant que tels, ça, c'est clair. Ben, ça peut être un bon candidat pour la personne qui reste à la maison dans l'environnement de la personne. Ça ne fait pas du chien un mauvais chien. Non. Ça fait du chien un chien qui n'est pas un candidat pour être un chien d'assistance. Parce qu'il faut comprendre que le chien d'assistance fait un job extrêmement anxiogène. Mm-hmm. Le chien est dans toutes sortes de milieux et d'environnements, l'autobus, le métro, l'avion, le train, l'épicerie, les enfants qui courent pour venir le voir, le bruit, et il doit continuellement rester focusé sur son manière pour pouvoir intervenir si le manière en a besoin. Donc, c'est anxiogène, c'est fatigant pour le chien. Alors, on doit partir avec des candidats qui sont extrêmement stables et solides. Tout à fait, parce qu'il ne veut pas. Le chien est quand même avec son humain pendant plusieurs années. Donc, il faut s'assurer qu'en cours de route de la vie du chien, il n'y ait pas des comportements qui, à cause justement de l'anxiété, peuvent se développer par la suite, je présume. Mais dis-moi, est-ce que justement, quand tu as un client qui vient te voir, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà posé la question, puis je suis certaine qu'il y a des gens qui se posent la question. Bon, les gens ont déjà leur chien, ils se demandent s'ils peuvent justement aller de l'avant pour arriver à en faire un chien d'assistance. Toi, tu vas faire justement les tests pour vérifier s'ils peuvent aller jusque-là. Mais sinon, si tu vois que le chien ne peut pas se rendre jusqu'à un certain niveau, tu peux quand même faire en sorte que le chien soit un bon chien de soutien émotionnel, d'accompagnement dans la maison et puis qu'il puisse accomplir certaines choses. Exactement. Lorsque la personne entre dans le processus, il y a, à moins que ce soit un chiot. Si c'est un chiot, on n'évaluera pas le chiot tout de suite. Okay. La première évaluation pour un chiot va avoir lieu vers l'âge de 6 mois. Mais si c'est un chien adulte, comme ça arrive fréquemment, il va y avoir une première évaluation et là, on va commencer à travailler avec l'équipe. Et l'équipe est déjà au courant qu'il va y avoir des évaluations et ça va aller par étapes. Parfois, ça peut être aux 3 mois, parfois, ça peut être un peu plus. Ça dépend de l'évolution du chien, mais il y aura au moins habituellement 2 évaluations entre le moment où le chien entre dans le programme et le moment où il va faire son examen de certification. Donc, le client sait, parce qu'il paye au fur et à mesure qu'il utilise les services d'un entraîneur, le client sait qu'il n'y a pas de garantie que le chien va réussir son examen. Et souvent, les clients s'en rendent compte d'eux-mêmes. Oui, ne veut pas dans le processus. Oui, on va commencer à travailler en milieu public. Puis, souvent, ce que je vais entendre, c'est « Je suis tellement stressée de sortir avec mon chien, je ne sais pas ce qu'il va faire. » Oui, c'est ça. Ouais. Malheureusement, on a des organismes, on a pris conscience que certains organismes qui vont utiliser des outils comme des colliers électriques, des colliers étrangleurs ou autres pour inhiber ces comportements-là, pour empêcher le chien de réagir. C'est pas une solution, pas pour un partenaire sur lequel on va compter pour des besoins médicaux. Non, effectivement, on ne fait qu'augmenter l'anxiété en plus, ça l'aide pas. Mais les gens qui êtes là, gênez-vous pas à poser des questions si vous avez des questions à poser à Sandra Marie. Moi, j'en ai une. Quand quand un client t'appelle, a déjà son chien, as-tu des prérequis avant l'évaluation? Est-ce que tu veux absolument que le chien ait déjà une base d'obéissance, ou pour toi, tu t'es prête, tu y vas de l'avant toi-même dans ce... Non, c'est pas nécessaire. Je veux juste dire bonjour à... Je vois qu'il y a des gens que je connais, là. Merci beaucoup. C'est des super... Drogo, mon amour, je l'aime tellement. on tisse des liens avec nos équipes, hein? Ça devient des amis, ça devient des personnes à qui on parle en dehors du contexte de chien d'assistance, parce que ça devient des liens extrêmement... On rentre dans le quotidien puis dans le privé de ces gens-là, hein?
Donc, tu me demandais, excuse-moi, je suis partie sur un autre. Écoute, c'est ça la beauté du live, c'est qu'on a le droit. On a le droit. On a le droit de faire. En fait, je te demandais si quand quelqu'un t'appelle justement pour qui ont déjà leur chien, puis avant même de procéder à l'évaluation, tout ça, est-ce que toi, tu demandes des prérequis, comme par exemple, le chien doit avoir déjà suivi le cours d'obéissance ou le cours de maternelle, le cours d'obéissance, ou pour toi, ça n'a pas vraiment d'importance? Je ne demande pas de prérequis au chien, je vais demander des informations sur le chien. Oui, bien évidemment. Je vais évaluer le chien selon son âge. Par contre, la personne, elle a des prérequis à rencontrer. Elle doit avoir un diagnostic, elle doit avoir une prescription pour un chien d'assistance, elle doit être suivie par son équipe médicale et elle doit être stable. Il y a aussi quelques il y a des problèmes de santé mentale pour lesquels avec lesquels je ne travaillerai pas parce que je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour travailler avec certaines pathologies. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, donc je dois limiter mon sphère d'activité à des problématiques de santé mentale qui me sont familières. Justement, parlons-en de quel type de clientèle que toi, tu peux travailler. Je crois que tantôt, tu parlais des militaires qui sont en choc post-traumatique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de clientèle avec lesquels tu as déjà fait affaire ou que tu fais affaire présentement? Le gros de ma clientèle, c'est vraiment les militaires et les premiers répondants qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique, mais il faut comprendre que le SPT, c'est un parapluie pour un ensemble de comorbidités. On va parler d'anxiété généralisée, on va parler de dissociation, donc on va parler d'un ensemble de comorbidités qui se retrouvent sous ce parapluie-là. J'encadre des équipes qui présentent un ensemble de ces facteurs-là. Je commence à travailler aussi avec des gens qui sont Asperger ou qui ont d'autres troubles similaires, mais en très petite quantité, puis dans la mesure, quantité, ça fait un peu, on dirait, chaîne de montage. Tu inclus ce qu'on appelle le spectre de l'autisme, oui. Oui, je vais travailler avec le spectre de l'autisme, effectivement. Mais sous des conditions extrêmement serrées, parce que, ce n'est pas ma spécialisation à moi. Donc, lorsque je travaille avec ce genre de clientèle-là, je vais me reposer beaucoup sur les spécialistes. Donc, l'équipe de la personne, oui, mais aussi dans mon entourage, j'ai des gens sur qui je peux m'appuyer, qui ont ces connaissances-là que moi, je n'ai pas. Autre question que je suis certaine que les gens se posent. Vas-y, c'est parce que je lis les commentaires. Ah oui, vas-y. Est-ce qu'il y a une race ou est-ce qu'il y a des races que tu privilégies où tout chien peut devenir un chien d'assistance, peu importe la race? C'est une super de belle question. Tout chien peut devenir un chien d'assistance. On privilégie les labradors, les golden, les chiens comme ça. Il y a un paquet de labradors pour golden qui ne peuvent pas être des chiens d'assistance parce qu'ils ont trop de gaz. Il y en a qui disent les petits chiens, ça ne peut pas. J'encadre une équipe présentement. La personne a un chihuahua qui est absolument génial et qui répond aux besoins de la bénéficiaire. Donc, c'est pas la race, c'est la capacité du chien à remplir les fonctions pour lesquelles qu'il doit accomplir pour son maniable. Et donc, l'équipe, l'harmonie qui se crée entre les deux. Ouais. Mais si j'ai une personne, par exemple, qui a des problèmes de mobilité, ce qui peut arriver avec des gens qui souffrent du syndrome post-traumatique, parce qu'il y a souvent des comorbidités qui sont liées à la mobilité, puis que la personne me dit qu'il va entraîner son chihuahua, là, on va avoir un problème. Donc, il faut quand même que le chien soit adapté à la tâche pour laquelle il va travailler. Il va travailler. Ouais. Ça, oui, de toute évidence. Dis-moi, tantôt, tu as parlé de certification.
comment ça fonctionne? Donc, la certification, quelles sont les étapes? Il n'y en a pas de certification. Ça n'existe Ça pas, une n'existe pas. certification. Mais toi, quand tu offres tes services, est-ce que tu les amènes avec une certification de ton entreprise? Oui. Le standard international est basé sur Assistance Dog International. Et lorsqu'on a le standard international, techniquement, on devrait pouvoir aller partout dans le monde avec notre chien. En l'absence de certification, comme c'est de compétence provinciale, il y a des provinces qui ont émis des standards, des normes pour les chiens d'assistance. C'est le cas, entre autres, pour la Colombie-Britannique, qui est vraiment la province précurseur dans le domaine de la certification et de l'encadrement de l'entraînement des chiens d'assistance. Eux se sont basés énormément sur Assistance Dog International. Pas seulement ils se sont basés, ils sont certifiés Assistance Dog International. Okay. La Nouvelle-Écosse a fait de même. Je pense que leur réglementation a passé l'année dernière ou l'année d'avant. C'est tout récent. L'Alberta commence à se pencher là-dessus aussi. En l'absence de législation, c'est la Charte des droits et libertés qui prime et qui dit que toute personne a le droit, etc., etc. Je n'ai pas la nomenclature exacte. Ici, au Québec, qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que les gens... Ça n'existe pas. Là où le bas blesse, c'est si quelqu'un qui n'a pas un chien certifié se fait refuser un accès public, ne pourra pas faire valoir ses droits. Ne pourra pas dire « j'ai un chien qui a été entraîné par telle école, qui a passé un examen et qui est un chien d'assistance. » Mais là, toi, une fois que tu as fini de donner ta formation au duo, est-ce que la personne peut aller passer une certification à l'association que tu parlais tantôt? Non, pas à l'association dont je parlais tout à l'heure, mais moi, j'organise des certifications. Je vais demander à un examinateur externe, parce que c'est moi qui ai entraîné l'équipe. Ce n'est pas moi qui devrais passer l'examen de l'équipe. C'est une question de transparence. Donc, je vais accompagner mes équipes, mais il va y avoir un évaluateur externe qui va procéder à l'évaluation. Et l'évaluation est extrêmement similaire à ce qui se fait chez Assistance Dog International. Ouais, c'est basé là-dessus. Ça ressemble à ce qui se fait en Colombie-Britannique. Mais ici, une fois que le chien passe tous ces processus-là, est-ce le client va pouvoir aller justement à l'hôpital, aller dans les lieux publics avec son chien? Oui. Une fois que le client a passé l'examen de certification, je vais émettre au client une carte d'identité avec son nom, le nom du chien, le nom de mon école, bien évidemment, la date de certification et la durée de certification. Les chiens devraient être certifiés aux 2 ans. Donc, normalement, après ça, ça reste de la discrétion de l'établissement d'accepter ou de refuser. C'est ce que je peux comprendre ici, là, au Québec. Non, une fois que le chien est certifié et a cette certification-là, il a accès public partout. OK. Et il peut défendre son droit d'avoir accès public partout. D'accord. Et écoute, combien de temps que ça peut prendre pour justement entraîner ce type de chien-là? Combien de clients que tu peux prendre par année? Parce que ça doit demander quand même beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup. Pour répondre à ta première question, selon l'âge du chien, si on part avec un chiot, on va parler facilement de 18 à 24 mois pour amener le chien à pouvoir passer un test d'accès public et être stable en public. Et c'est pas juste être stable en public, hein, c'est de pouvoir aussi travailler en public. Donc, c'est une chose d'être en ligne puis attendre de rentrer chez Costco. C'est une autre chose d'être en ligne, attendre pour rentrer chez Costco et aussi alerter mon manière qu'il est en train de faire une crise d'anxiété. Ouais. Donc, ça prend un minimum de 2 ans pour pouvoir faire ça à partir d'un chiot. Avec un chien, ouais, en moyenne. Avec un chien adulte, on va parler n'importe où entre 8-10 mois et 12-14 mois. Ça va dépendre du chien. C'est le chien beaucoup et le manière qui vont déterminer à quelle vitesse. Règle générale, entre 1 et 2 ans. OK. Et à quoi qu'on doit s'attendre côté budget?
Je vais répondre à ta deuxième question avant. Tu m'as demandé combien d'équipes je pouvais prendre. Oui, par année, oui, ça c'est vrai, parce que quand même. Ah, non, je ne pouvais pas en en prendre plus que parallèle, deux. là, en parallèle, combien tu peux en prendre? Je peux en prendre 2 ou 3. Maintenant, je peux en encadrer à peu près 10 parce que j'ai le privilège de travailler avec un réseau d'éducateurs canins qui sont les tops du top. Je travaille avec des membres du Regroupement québécois des intervenants en éducation canine pour le moment. Oui. C'est avec eux que je travaille. Ils sont disséminés un peu partout dans la province. Donc, lorsque j'ai une demande qui provient de l'extérieur de l'agglomération de Québec, que moi je couvre ou que j'ai des collègues qui peuvent couvrir aussi ici, je vais transférer le client à un de mes collègues en province. Et on va pouvoir, moi je vais pouvoir le suivre à distance, mais il va pouvoir être encadré par un professionnel qui a réussi toutes les qualifications pour être membre du RKIC. Et un professionnel qui pourra aussi s'appuyer sur tes conseils si précieux. Bien Absolument. C'est à l'intérieur de oui. nos programmes de formation. Donc, ils doivent suivre les étapes du programme de formation de Solutions Canines SM jusqu'à la certification. Mais sur place, ils ont un entraîneur pour suivre et les encadrer. OK, parfait. Et maintenant, à quoi doit-on s'attendre au niveau du budget, justement? Quelqu'un qui voudrait faire que son chien devienne un chien d'assistance. Pour moi, ce qui est important, à peu près, ouais, mais juste une petite introduction. Ce qui est important pour moi lorsque j'ai commencé à travailler avec mes militaires, mes premiers répondants, c'était de rendre la chose accessible. Donc, au lieu de dire tu as besoin d'un chien d'assistance, ça coûte 10 000 puis on se reparle dans 2 ans, c'est plutôt par étapes. Donc, il va y avoir la première évaluation. Ton chien est rendu où? OK, tu vas prendre un cours de maternelle de groupe. Donc, ça diminue les frais. Il va payer pour prendre un cours de maternelle de groupe. Habituellement, c'est à peu près 200 give or take. Quand il a fait ça, il va prendre un cours d'obéissance de base de groupe. Donc, on est déjà, en faisant des cours de groupe, en train de travailler l'accès public, hein, parce que le chien est toujours dans des endroits différents, etc. Et on est en train d'apprendre à l'équipe à travailler ensemble de façon détournée, si on veut. Donc, quand on suit ce modèle-là et qu'on paye à la pièce au fur et à mesure qu'on avance, on réduit considérablement les coûts. Donc, pour cette partie-là, hormis le coût d'achat du chien, on va parler d'environ 3 à 4 000 $. Maintenant, là-dessus, tu n'as pas les privés parce que ça va en prendre, notamment pour entraîner les tâches spécifiques. Et tu n'as pas non plus les privés pour encadrer l'équipe. Quels sont vos besoins? On est rendu où? Il faut faire des évaluations, etc. Il faut rajouter un autre montant là-dessus. Donc, selon l'âge du chien, selon le temps que ça va prendre, ça peut varier entre 5 et 10 000 $. OK. Et dis-moi justement, on n'en a pas discuté tantôt quand on parlait de l'âge du chien. Tu parlais de Poppy, mais est-ce qu'il y a un âge précis ou est-ce qu'à un moment donné, tu peux pas, la personne arrive, elle dit, mais mon chien a X âge. Est-ce qu'il y a un âge limite pour toi? Oui, il y a un âge limite. Habituellement, un chien d'assistance va avoir une carrière qui va se terminer vers l'âge de 7 à 8 ans. 8 ans, là, on commence à pousser l'enveloppe un peu. Donc, si on calcule ça, si on recule, et qu'on dit que ça va prendre entre 1 à 2 ans pour entraîner le chien, à ce moment-là, après 3 ans, entre 2 et 3 ans, là, on commence à se questionner. Après 3 ans, c'est sûr que le chien est déclassé parce que le chien à 3 ans, ça prend 1 an et demi, 2 ans. La carrière du chien va être beaucoup trop courte versus l'investissement qui aura été mis en temps et en argent. Donc, c'est pour cette raison-là. Ceci étant dit, et tu l'avais abordé tout à l'heure, il y a des chiens qui ne réussiront pas à se qualifier en bout de ligne. Ils ne seront pas capables de passer le test d'accès public. Souvent, on va le voir avant. Ça n'empêche pas que ces chiens-là peuvent quand même s'ils ne sont que des chiens bons compagnons, ce sont quand même des chiens qui peuvent apprendre des tâches qui vont aider le manieur dans la maison. Donc, le chien peut quand même apprendre à faire de la pressothérapie. Le chien peut quand même apprendre à alerter pour des crises paniques si c'est ça qu'on veut travailler. Le chien peut aider avec
problèmes de mobilité, enlever les bas, ramasser des clés, des choses comme ça. Donc, il y a un foule de tâches. On a une liste d'à peu près 150 tâches différentes qu'un chien peut faire. Donc, Bon, même si le chien travaille en public, il est possible, avec ces chiens-là, de quand même les entraîner pour accomplir certaines tâches qui vont aider le manieur. c'est juste que dans le fond, le chien ne pourra pas accompagner le manieur à l'extérieur. Si, par exemple, on a un chien qui est réactif, mais qu'à la maison, tout va bien, et que c'est un chien qui peut accomplir plusieurs tâches. C'est bon à savoir, effectivement. On a eu quelqu'un qui a dit, elle a sauvé mon équipe avec mon chien. Ma rencontre avec Sandra Marie a changé ma vie et a donné une deuxième chance à mon chien. Ben, puis il y a Drogo. Drogo, c'est qui ce Drogo? Est-ce que tu connais? Drogo, c'est mon chien d'amour. C'est le chien de la personne qui a écrit Ça, hein? ce commentaire-là. Une belle équipe avec qui je travaille. Ça fait partie des bonheurs de travailler avec ces gens-là. C'est que on reçoit tellement d'un point de vue humain de travailler avec ces équipes-là. Je travaille avec une population fragilisée. Je travaille avec une population qui, parfois, a été abusée, même à l'intérieur du système de chiens d'assistance. Donc, pour moi, chaque équipe est un cadeau précieux qu'on encadre et qu'on amène vers un but. Et c'est pour ça que la transparence est tellement importante dès le départ. De dire à la personne, ton chien a certaines problématiques qui vont faire en sorte que peut-être il ne pourra pas faire le travail de chien d'assistance. Mais c'est quand même un super chien qu'on va essayer de faire avec ce qu'on a, du mieux qu'on peut. C'est gratifiant aussi de voir que tous les efforts qu'on a mis, hein, ça l'aide quelqu'un. C'est extraordinaire ce que tu fais, Sandra Marie. Et maintenant, dis-moi, on va espérer bientôt pour la plupart des éducateurs de pouvoir retourner sur le terrain. Qu'est-ce qui t'attend, toi, par la suite, si dans les prochaines semaines ou disons le prochain mois, on peut retourner sur le terrain? En arrière-plan, derrière l'écran, je planche avec 2 collègues sur un gros projet entourant les chiens d'assistance. Je ne peux pas en parler plus que ça pour le moment, mais on planche sur quelque chose qui, on l'espère, va changer le visage des chiens d'assistance au Québec. C'est notre souhait le plus grand. Une deuxième entrevue alors, quand tu seras prête. Oui, promis. Mais à part ça, j'espère pouvoir. Je m'entraîne quand même à tous les jours avec mes chiennes parce que je compétitionne avec mes filles. J'espère pouvoir reprendre. Là, toutes mes compétitions ont été annulées. Là, tout mon été était prévu, tout est annulé. Donc, j'espère pouvoir éventuellement reprendre la compétition avec mes 2 chiennes qui sont aussi chiennes d'assistance. Et puis, continuer à travailler avec mes clients. Je travaille aussi en anxiété de séparation. Donc, travailler aussi avec ces clients-là qui mettent tellement d'efforts pour aider leur chien. Alors, je reçois tellement de travailler, d'aider les gens qui veulent aider leur chien que je ne me vois pas faire d'autre chose. C'est difficile, hein, de faire d'autres choses, effectivement. Oui. Surtout que notre paye, c'est quand on voit que ça fonctionne bien, puis que tout roule bien, puis que le client est content, puis que le chien est content aussi. Ça fait halluciner mon chum. On va à Cozumel plonger, puis moi, je me ramasse à la SPCA du Cozumel pour les aider. Une vraie de vraie. Une vraie de vraie. Faudrait que tu ailles au Costa Rica, sur l'île des chiens. Oui, non, j'en ai entendu parler. Il y a Puerto Rico aussi, je pense qu'il y a un endroit pour les chevaux sauvages. Enfin, bref, il est très patient avec moi. Et dis-moi, comment on peut te rejoindre? Là, j'ai mis en bas, si les gens peuvent voir le menu qui défile, j'ai mis ton adresse de ton site Internet. Donc, www.solution canine SM, donc solution puis canine au pluriel. Tu as une page Facebook aussi. On a juste à faire une petite recherche dans la loupe Solution canine SM. Et puis, pour les chiens d'assistance, j'ai une page spécifique privée pour les chiens d'assistance. Ah oui? Alors, si les gens, je la publicise pas comme telle, mais ce sont des équipes qui sont sur cette page-là. Pas nécessairement les miennes, ce sont des équipes qui peuvent être encadrées par d'autres, mais on se donne des coups de pouce, je fais des petits tutos, donc on essaye de démystifier un petit peu ensemble c'est quoi. Donc, si les gens sont intéressés, ils m'enverront un petit message via ma page Facebook et je leur donnerai le lien pour faire la demande pour joindre le groupe.
On a une petite question pour toi. Est-ce que tu travailles avec une clientèle diabétique? Non, quelle belle question. Je ne Oui, travaille pas oui, avec une clientèle diabétique. C'est une spécialisation à l'intérieur des chiens d'assistance. Les chiens diabétiques, les chiens pour euh, l'épilepsie, les chiens, ce qu'on appelle des chiens biomédicaux, c'est une spécialisation. Donc, non, je ne travaille pas avec ça. Par contre, je vais faire une formation spécialisée au mois d'octobre, spécifiquement pour les cauchemars. Donc, travailler avec, enseigner aux chiens à détecter les cauchemars et à réveiller la manière des cauchemars. Donc, ça va être une formation très, 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 très ciblée, très spécifique. Wow! Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça, c'était Anne-Marie Giroux, je crois, qui a posé cette question. Anne-Marie, qui est une collègue de détection d'odeur. Oui, et bien, écoute, Sandra Marie, vu que tu en parles, je vais recevoir Anne-Marie la semaine prochaine. Le mercredi prochain, 19h30, ça va être au tour de Anne-Marie Giroux on va parler de détection d'odeur. Fait que ça va être un autre sujet palpitant pour les gens. As-tu un mot de la fin pour nous? Écoute, je tenais à te remercier, puis tu es très humble dans ce que tu fais, mais Tout Anima, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que tu as fondé toi aussi. Et tous les documents que tu as mis en ligne, que tu as mis à la disposition des parents pour les enfants, pour la prévention des morsures, c'est extraordinaire. Donc, je te remercie de m'avoir invité, de m'avoir permis de partager une de mes passions, qui est les chiens d'assistance, et puis de pouvoir informer la population. Ça va me faire plaisir de revenir s'il y a d'autres questions. Ah, ben oui, ben, s'il y a des questions, vous ne vous gênez pas, vous communiquez directement avec Sandra Marie. Hey, merci, merci, puis je te dis bonne soirée à tous. Et ben, on se reparle, c'est sûr, suite à éventuellement ton nouveau projet que tu es en train de faire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde.